Résistance et obéissance. Voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Eh bien, nous n'avons pas fini d'en apprendre sur le citoyen. Et cela grâce au philosophe Alain, dans ses propos sur les pouvoirs. Mais d'abord, que veut-il dire? Tout simplement que l'obéissance et la résistance ne sont pas nécessairement séparables. Elles sont plutôt complémentaires. Dans un premier temps, il faut faire obéir les citoyens pour que l'ordre règne. Et dans un second temps, lorsque les citoyens n'obéissent pas, donc qu'ils résistent, ils manifestent leur liberté. Or, cela est un droit du citoyen. Il faut donc que les citoyens obéissent en partie, tout en exerçant aussi leur liberté. Pourtant, obéissance et liberté sont deux notions contradictoires. Alors, obéir ou être libre? Faut-il choisir? Déjà, venons éclaircir ces deux mots. Obéir, c'est se soumettre à ce que quelqu'un veut de nous. C'est suivre des règles. La liberté, c'est pouvoir choisir sans être soumis par une volonté autre que la nôtre. Mais regardons de plus près la définition de la liberté, puisqu'elle ne se limite pas à cela. Et non, ce n'est pas fini. La liberté est aussi le droit d'agir comme on le veut, tant que ça ne nuit pas autrui et tant que c'est dans le respect de la loi. Finalement, malgré leurs différences, obéissance et liberté possèdent un point commun. Je vais vous l'expliquer. Imaginez-vous qu'une personne vous demande de lui obéir. Forcément, vous allez devoir vous soumettre à ce qu'elle veut de vous. Et le plus souvent, vous n'allez pas en avoir très envie. C'est tout à fait logique, puisque vos libertés sont opposées à cette soumission. Vous êtes libre de faire vos propres choix sans être soumis à une autre personne. Alors, il faut se poser une question qui concerne la contradiction première entre obéissance et liberté. Est-ce qu'obéir revient à renoncer à sa liberté? J'aimerais rajouter qu'à chaque fois que je parlerai de notre liberté, dans mon discours, ce sera l'ensemble des libertés. Mais avant de commencer, un petit point info, juste un tout petit, sur le seul mot de cette question que je n'ai pas défini. Renoncer. Renoncer veut dire abandonner. Je tenterai donc de répondre à mon sujet à travers mon éloquent discours. En premier lieu, je parlerai de l'obéissance. Je verrai donc les différents aspects de l'obéissance et ensuite les différents acteurs qui nous obligent à renoncer à notre liberté. Dans un deuxième temps, je montrerai que la désobéissance n'est pas tout le temps négative. Et j'admettrai même qu'elle est une importante traduction de l'affirmation du droit à la liberté individuelle. Et enfin, j'essaierai de voir à partir de quelles conditions je peux, et vous aussi vous pouvez, obéir tout en restant libre. Commençons par le commencement. De quelle façon peut-on percevoir l'obéissance? D'abord, obéir peut supprimer la liberté, ou plutôt la restreindre en réalité, puisque supprimer la liberté serait très complexe, étant donné qu'elle est composée d'innombrables libertés. Donc, on peut voir une de nos libertés restreindre dès que l'on va devoir obéir. Quelquefois, cela va peut-être nous embêter. Néanmoins, cela va parfois être bénéfique pour nous et même pour les autres. Voyons le code de la route. C'est un règlement à suivre lorsque l'on va conduire un véhicule. Du point de vue de la liberté, elle va être restreinte à cause des règles à suivre. Mais le fait, justement, de restreindre la liberté de chacun a comme conséquence une sécurité routière pour tous. Par contre, il faut que les conducteurs respectent le code de la route, sinon ça ne fonctionne pas. Revenons-en à nos moutons. Notre liberté est donc limitée en faveur de l'intérêt général. Pour résumer, obéir restreint notre liberté. Mais on peut y voir un côté positif quand c'est au nom de la sécurité collective. Le second aspect de l'obéissance est l'acte libre.
On peut choisir d'obéir. Oui, c'est assez absurde et pourtant on le fait souvent, sans bien s'en rendre compte. Selon le philosophe Alain, il ne faut pas confondre deux concepts, l'obéissance et la soumission. On rencontre le premier, donc l'obéissance, lorsqu'il, comme il le dit, on obéit à un pouvoir de droit lié à une fonction. Et le second, donc la soumission, dès que l'on est soumis à un pouvoir lié à une émotion. Désolé Alain, mais je pense que messieurs et mesdames les jurys n'ont pas tout bien compris. Évidemment, il n'est plus là pour vous expliquer son propos. Mais pas de panique, je vais le faire à sa place. Alors, pour imaginer mon idée, je vais prendre une situation réelle. Enfin, du moins, elle l'était, puisqu'elle s'est déroulée dans les années 60. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il s'agit de l'expérience 2000 grammes, celle d'un psychologue américain. Dans cette expérience, le psychologue a, soi-disant, tenté d'étudier l'effet de la douleur sur l'apprentissage, avec un patient qui était en fait un acteur et des participants. Le principe était que le patient sache mémoriser une liste de mots, et lorsqu'il se trompait, il recevait de la part des participants un choc électrique de la plus petite puissance au choc mortel. Cette expérience a révélé que 62% des participants ont envoyé aux patients un choc mortel. Cette même expérience a été reprise par un jeu télévisé, La Zone Extrême, avec cette fois-ci une présentatrice. Et cette fois-ci, 81% des participants ont délivré un choc mortel. Ces pourcentages peuvent paraître assez étranges, voire très effrayants. Mais les participants ne sont pas entièrement responsables. En effet, tout au long de l'expérience, ils ont obéi à une autorité, le psychologue ou la présentatrice qui les encourageait. Au fur et à mesure, les participants ont été soumis à une émotion, la peur ou l'admiration vis-à-vis d'une des deux figures d'autorité. Et pour le jeu télévisé, ils ont sans doute ressenti de l'anxiété à cause des caméras et du public. Voilà pourquoi les participants n'étaient pas les seuls responsables de ces étranges résultats. Ils ont en partie été manipulés par leurs émotions et par leur habitude à respecter l'autorité. 62 et 81 sont les pourcentages de personnes qui ont envoyé un choc mortel. Ces personnes ont donc renoncé plus ou moins librement à leur liberté, comme on l'a vu à cause de ce qui les entourait. Tandis que le reste des personnes a décidé d'assumer leur liberté, en s'arrêtant avant le choc mortel, en refusant d'obéir à l'ordre de tuer. Dans le cas de cette expérience, le scientifique et la présentatrice ont été des acteurs de la renonciation à la liberté. Mais qui sont-ils dans la vie de tous les jours? Comme le pensait Albert Einstein, je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères, tantôt par des convictions intimes. Eh bien, cette formule nous montre clairement dans quelle catégorie se rangent les acteurs. Les pressions étrangères sont les détenteurs d'une autorité. Nos chers professeurs, nos aimés parents, nos braves gendarmes, et bien sûr l'État. Quant aux convictions intimes, elles sont tout simplement nous-mêmes, c'est-à-dire nos idées et nos préjugés, ce qu'on nous a inculqué et ce que nous avons choisi de penser. D'abord, nous devons renoncer à une partie de notre liberté pour l'État. Effectivement, nous devons obéir aux lois mises en place pour l'intérêt général. Certaines de ces lois nous indiquent les conditions d'exercice de notre liberté, ce qui restreint la part de liberté concernée. Regardons la loi la plus connue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle concerne l'ensemble des libertés. Elle nous montre que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, tant que ça ne nuit pas à autrui. Donc, puisque tout le monde doit suivre la même consigne, celle de renoncer à sa liberté pour les autres, eh bien, personne ne gênera son voisin. Autrement dit, nous devons aussi renoncer à notre liberté pour les autres. C'est le cas d'un exemple assez connu,
celui de Quasimodo. Selon l'histoire de Victor Hugo, Quasimodo est un bossu qui a été abandonné à la naissance par sa mère. Il a été retrouvé par Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame de Paris. Le cas de Quasimodo est assez complexe. Il a le sentiment de devoir absolument respecter Claude Frollo, en contrepartie du fait que celui-ci l'a recueilli. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais comme pour Quasimodo et comme pour tout le monde, le principe est le même. Claude Frollo est à Quasimodo ce que l'État est pour nous. À partir du moment où nous vivons en communauté, nous ne pouvons plus faire tout ce dont nous avons envie. Je veux dire par là que nous devons forcément restreindre notre liberté. Enfin, vient la dernière personne pour qui nous devons renoncer à un peu de notre liberté. Il s'agit de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon nombre de personnes se disent souvent qu'elles ne doivent pas faire cela, pas manger ceci. Peut-être que vous aussi, même vous le faites. Soit dit en passant, j'ai même l'impression que nous sommes bien plus capricieux que l'État et les détenteurs d'une autorité. En tout cas, c'est le même principe qu'avec ces acteurs. Nous obéissons, puisque c'est à nous, à nos envies et à ce que nous voulons. En temps normal, nous obéissons, comme je viens de vous le dire, aux acteurs étrangers et à nous-mêmes. Or, il arrive que certains d'entre nous désobéissent. Souvent, on prend la désobéissance, donc l'action de ne pas obéir, ou l'action de faire le contraire de ce qu'on nous ordonne, comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas tout le temps, détrompez-vous. La désobéissance se révèle même être positive quand on la traduit par l'affirmation du droit à la liberté individuelle. Mais laissez-moi vous expliquer. Il y a plusieurs situations où l'on trouve la désobéissance, dont celle des manifestations. En ce moment, on pourrait citer celle pour le climat ou celle des Gilets jaunes. Contrairement à ce que vous pouvez sûrement penser, je ne vais pas vous parler de ces mouvements. Non, plutôt de leurs conséquences. Les personnes qui participent à des manifestations désobéissent en quelque sorte. Mais à présent, vous allez sûrement vous demander à qui désobéissent-ils? Eh bien, je vous réponds, non pas à qui, mais à quoi? Ils désobéissent à l'ordre public. L'ordre public est constitué d'une bonne sécurité, de propreté et de tranquillité publique. Dans des manifestations, il est possible qu'une de ces règles de bienséance, ou bien toutes, ne soit pas respectée. Parfois, cela peut arriver. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. La désobéissance peut être positive. En effet, en plus de leurs objectifs, les manifestations sont un moyen pour les participants d'exprimer leur avis sur l'actualité. Ils montrent de cette manière qu'au sein d'une société, ils assument leur liberté individuelle et, tant qu'à faire, toute leur liberté. Donc, nous venons de voir que la désobéissance peut être synonyme de liberté. Mais qu'en est-il de l'obéissance? Et ce sera notre dernier point. Pouvons-nous obéir tout en restant libres? Pour répondre à cette question, il nous faut voir pour cela un autre aspect de la liberté. Une forme de liberté peut être de se dire que les choses sont ainsi, c'est-à-dire que les lois ne peuvent pas changer et que nous ne pouvons rien faire pour les modifier. Par exemple, un esclave ne cherchera pas à ne plus être esclave pour retrouver sa liberté. Paradoxalement, il ne sera libre que lorsqu'il aura accepté sa condition. Dans ce système particulier, nous pourrions obéir tout en restant libres. En effet, on ne regrettera pas d'obéir, puisque même en étant libre de nos faits et gestes, on ne pourrait rien changer. Cette vision de la liberté n'est pas très idéale, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on n'utilise pas, car nous ne voulons pas d'un monde où, quoi qu'il en soit, les choses ne bougeraient pas. C'est ainsi pour la première réponse. Nous pouvons réfuter autrement cette question. Si nous pouvons rester libres lorsque nous obéissons,
communication et la liberté de penser est nécessaire. Voyons cette séparation dans un exemple. Si une personne nous oblige à faire quelque chose, elle essaie donc d'avoir un pouvoir sur notre liberté d'action. Par contre, cette personne ne pourra pas nous obliger à penser quelque chose que nous ne voulons pas, ce qui là concerne notre liberté de penser. Donc, à part si elle arrive à rentrer dans notre cerveau, ce qui m'a l'air assez compliqué, elle ne peut pas nous faire penser autrement. Et oui, c'est ainsi. Chaque individu aura toujours le droit de penser comme il l'entend. Regardez Galilée, lorsqu'il s'est soumis aux ordres des prêtres, qui lui interdisaient d'enseigner son savoir sur le système solaire. Ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté de penser. Justement, il continuait de penser, et pourtant, elle tourne. Nous arrivons au terme de notre discours. Contrairement à ce que vous pensez sûrement, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Non, hors de question. Parce que c'est le moment pour moi de vous remettre les idées au clair. Je vous rappelle déjà qu'au fil de mon discours, la question à laquelle j'ai infailliblement bien répondu est obéir, est-ce renoncer à sa liberté? La première chose que j'ai faite dans mon discours a été de vous montrer que l'obéissance a deux facettes. L'obéissance peut se définir comme un moyen de restreindre la liberté. À l'inverse, elle peut être un choix que nous avons fait librement. J'ai ensuite abordé les acteurs qui nous font renoncer à notre liberté. D'abord, il y a l'État, puis les autres figures d'autorité, mais aussi nous-mêmes. Après cela, je suis venue traiter, en deuxième point, le fait que désobéir est aussi une bonne chose. Désobéir revient à affirmer ses libertés et à le prouver. Pour finir, j'ai expliqué de deux manières différentes. Peut-être aussi affirmer sa liberté lorsqu'on choisit d'obéir. Quant à désobéir, c'est utiliser sa liberté pour pointer du doigt ce qu'on voudrait bien, ce à quoi nous voudrions bien obéir, ce à quoi on préférerait obéir. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire une dernière chose. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais, jamais oublier, tel le romancier français Jean Dutour le disait, que le premier trésor de l'homme est la liberté.